Pourquoi ces scènes d'apesanteur sont-elles ratées ? Le cinéma de science-fiction a grandi en parallèle de l'exploration spatiale et il a sans doute défini notre vision subjective de l'espace tout autant que les images de missions réelles. D'ailleurs, si je vous parle de missions sur Mars, qu'est-ce qui vous vient en premier ? Les quelques clichés de Persévérance ou Matt Damon en train de planter des pommes de terre ? Et si maintenant je vous parle d'apesanteur, que voyez-vous en premier ? Les visages bouffis et les cheveux en pétard des astronautes de l'ISS ? Ou bien le stylo flottant de 2001, les pirouettes de George Clooney et Sandra Bullock qui s'endort en mini-short ? Enfin, je vous laisse me dire ça en commentaire bien sûr, mais nul doute que le cinéma a forgé notre représentation de l'espace et de l'apesanteur en particulier. Les quelques scènes que je viens d'évoquer sont d'ailleurs incontestablement parmi les plus marquantes du cinéma d'espace. Et pourtant, quand on les montre à un vrai astronaute, on se rend compte que si ces scènes sont visuellement époustouflantes, peu importe quels moyens démesurés on a employés pour les réaliser, il leur reste toujours quelque chose de désespérément faux à qui sait vraiment regarder. Salut les terriens, à quoi reconnaît-on un bon film d'espace ? À ces scènes d'apesanteur, bien sûr. Bon, et peut-être aussi un petit peu à son scénario, sa direction artistique, le jeu de ses acteurs, mais aujourd'hui on va l'oublier un peu si vous le voulez bien. L'apesanteur donc, un fantasme de terrien si puissant que des années avant les premiers vols habités, on tentait déjà tant bien que mal de le porter à l'écran, et à l'époque quand je dis tant bien que mal, c'est plutôt mal que bien, car la microgravité n'est pas une chose qui se joue ou se simule facilement, plus d'un demi-siècle plus tard, ces scènes restent la bête noire des réalisateurs. Transposer correctement l'absence de poids au cinéma est un exploit que bien peu peuvent se vanter d'avoir vraiment réussi. Pourtant, comme on va le voir, entre ruse de sioux et débauche de moyens high-tech, et jusqu'aux méthodes les plus kitsch, ils n'ont depuis presque un siècle pas ménagé leurs efforts ou manqué d'imagination pour tromper nos sens et nous y faire croire. Aujourd'hui, on rentre dans le grand écran pour trouver les coutures des plus grandes scènes de films de science-fiction, un voyage dans le temps pour découvrir ensemble comment la machine à rêve d'Hollywood a fabriqué votre vision de l'espace à travers les décennies. Et on verra aussi pourquoi, malgré des moyens techniques toujours plus dingues, ce ne sont pas forcément les plus récents les plus convaincants. Un épisode garanti avec effets spéciaux, moteur, action. Il me semble avoir déjà démarré une vidéo par cette réflexion. Les films d'espace se partagent en deux catégories. D'un côté, ceux qui tentent, voire se vantent, de représenter l'environnement spatial et l'apesanteur de façon réaliste, et de l'autre, ceux qui ne s'encombrent pas de ce genre de soucis. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va mettre de côté les seconds, car il n'y aurait évidemment aucun intérêt à faire la critique du réalisme physique de films comme Star Wars ou Armageddon, alors même qu'ils n'ont eux-mêmes absolument aucune prétention à ce sujet. Et non, les fans, pas de panique, je ne mets pas Star Wars et Armageddon dans le même panier, rangez-moi ces sabres laser, ils sont en plastique. Mais dans les deux cas, leur mode de narration ne repose pas sur la précision scientifique, qui d'ailleurs n'apporterait pas grand-chose à leurs propos. Non, pour cet épisode, on va plutôt se pencher sur ceux à l'autre bout du spectre qui ont réellement tenté de reproduire fidèlement les conditions de l'espace, et se sont même vantés de nous mettre une petite claque de réalisme au passage. D'ailleurs, si on prend le temps de les compter, ils ne sont pas si nombreux. En passant, il faut remarquer que même dans les productions modernes qui ne méprisent pas purement et simplement la physique, la grande majorité du temps, on évacue tout de même le sujet de l'apesanteur d'une entourloupe technique façon semelle magnétique ou gravité artificielle. Bref, on trouve un moyen de faire marcher tout le monde au sol comme si on se trouvait sur Terre. Il faut bien avouer que ça coûte moins cher à produire et ça simplifie les choses pour tout le monde. On peut alors se servir de tables, de chaises, les objets restent là où on les pose. Autant de contraintes en moins, à la fois pour les scénaristes, les équipes techniques, et bien sûr pour les acteurs qui n'ont pas à souffrir des tortures auxquelles on va voir dans quelques instants que les réalisateurs les plus sadiques n'hésitent pas à les soumettre. Mais alors pour ceux qui essayent vraiment, comment ça se fabrique l'espace ? Flashback, commençons au commencement. À ma connaissance, le premier film de science-fiction à inclure des scènes d'apesanteur se voulant réaliste est Destination Lune d'Irving Pichel, est sorti en 1950. Donc bien sûr, si certains d'entre vous en connaissent de plus anciennes, n'hésitez pas à nous donner les titres en commentaire. Dans ce film à tendance hard science, un des premiers du genre, un équipage d'astronautes est envoyé à bord d'une fusée vers la Lune, et contrairement à tous ses prédécesseurs, comme le Voyage dans la Lune de 1902 ou Une femme sur la Lune en 1929, qui se contentaient d'enchaîner les plans de décollage depuis la Terre et d'atterrissage, ou plutôt de crash sur la Lune, celui-là s'attarde à montrer le trajet lui-même du point de vue des astronautes. Et c'est donc le tout premier à se poser le défi de les filmer pendant cette phase de microgravité, comme à cet instant où le premier de ces astronautes se détache de sa couchette et flotte plus ou moins dans la cabine. Alors certes, nous sommes plus de 10 ans avant le vol de Yuri Gagarin et personne n'a encore vécu réellement cet instant, mais la physique qui accompagne le vol spatial est déjà bien connue.
Rappelez-vous qu'à peu près en même temps, du côté de la Belgique, Hergé dessinait les premières planches de On a marché sur la Lune, dont la scène d'apesanteur qui voit tout l'équipage flotter dans la pièce à l'extinction des moteurs est encore aujourd'hui une référence en termes de vulgarisation. Les similitudes entre le film de Pichel et les aventures du héros à houppette sont d'ailleurs nombreuses, et si on se gardera bien d'accuser l'un ou l'autre de plagiat, il faut croire qu'un certain nombre de choses étaient dans l'air à cette époque. En particulier cette scène, que l'on retrouve quasiment à l'identique entre les deux œuvres, où l'un des astronautes, le capitaine Haddock chez Hergé, se retrouve à dériver à distance de la fusée en plein espace. Un de ses équipiers, équipé de semelles magnétiques pour se déplacer sur le flanc de la fusée, vient alors à son secours. Et si du côté de Tintin ça se passe façon cow-boy avec un lasso de rodéo, chez Pichel on va vivre l'ancêtre de la scène de l'extincteur de Wall-E. Et voilà donc notre sauveteur avec une bouteille d'oxygène pour se diriger dans le vide, volant au secours de son camarade. Et on va être honnête, si pour l'époque un budget total de 600 000 $, c'est une belle tentative, on ne peut pas dire que la sensation d'apesanteur soit extrêmement prenante. Alors même que les acteurs n'ont pas ménagé leur peine, car pour filmer cette seule séquence, ce sont des dizaines de prises qui ont été enchaînées. La raison ? Eh bien pour faire voler ces acteurs, Pichel les a basiquement suspendus par des câbles, mais en 1950, impossible de faire disparaître ces derniers en post-production, donc il suffisait que le moindre reflet de l'une des centaines de lampes placées en arrière-plan pour simuler le ciel étoilé sur un des câbles soit visible à l'image, et il fallait refaire la scène depuis le départ en modifiant légèrement les angles de caméra jusqu'à ce que le trucage se fasse oublier. Pas convaincu par la grâce des acteurs lourdement pendus à des câbles et des étoiles faites d'ampoules sur un drap noir ? Alors on va faire un bond jusqu'en 1968, Apollo n'a pas encore touché la Lune, mais chez Hollywood, on vise déjà Jupiter. L'apesanteur dans 2001 Odyssée de l'espace, c'est d'abord ce plan long, très long, c'est vrai, mais à l'époque complètement fou. L'hôtesse de cette navette spatiale, chausson à scratch aux pieds, changeant lentement de verticalité pour passer de la cabine passager au cockpit des pilotes. L'instant est fascinant car il immortalise à lui seul le nouveau pouvoir des humains du futur que dépeint le film, celui de vivre sans verticalité absolue, de passer en quelques secondes d'un axe à l'autre simplement suivant l'architecture du vaisseau, et tout ça pour le simple prix d'un décor tournant et d'une caméra bien arrimée. Car la grande astuce de 2001 pour nous faire perdre nos repères, au-delà des maquettes et des effets spéciaux complexes, c'est avant tout ce décor pivotant de 30 tonnes pensé pour faire perdre au spectateur toute notion de haut et de bas, comme dans ce plan où l'acteur Keir Dullea doit courir en synchronisation parfaite avec le rythme du décor tournant pour donner l'impression d'une roue à gravité artificielle, alors que tout ça tourne simplement sur une série de pneus. Voilà d'ailleurs ce que donne le plan précédent une fois l'image stabilisée par rapport à la pesanteur ressentie par l'actrice. Et ouais, c'est tout de suite moins impressionnant, Mais voilà, au moins la première leçon posée ici par Stanley Kubrick, à défaut de montrer une réelle apesanteur, il en faut assez peu pour perturber suffisamment le cerveau du spectateur pour lui faire oublier la nature terrestre de ce qu'il regarde. A noter que l'idée de pencher la caméra à 90 degrés était déjà présente pour apporter une certaine étrangeté aux scènes intérieures de Destination Lune, mais comment dire, avec peut-être un peu moins de réussite. Par contre, une fois entre les mains de Kubrick, l'effet déstabilisant lui est garanti. Cette technique du décor tournant, elle sera d'ailleurs reprise quasiment telle quelle par Brian De Palma pour son film Mission to Mars, dont le vaisseau était lui aussi équipé d'une roue centrifuge. Mais cette fois, le défi pour les acteurs a été relevé d'un cran, car pour que les personnages que suit tour à tour la caméra marchent tranquillement, c'est sur leur mouvement à lui qu'était synchronisée la gravité du décor tournant. Sauf que vous aurez noté la présence de ce personnage ici, sous les traits de Gary Sinise, et qui lit tranquillement son livre. Fatalement, pour que le premier reste droit sur ses pieds, il n'a pas eu d'autre choix que de se retrouver, lui, à l'envers. L'acteur est donc solidement sanglé à sa chaise et passe la moitié du plan la tête en bas, en bouquinant comme si de rien n'était. Ce genre de plan était particulièrement délicat à réaliser et nécessitait de nombreuses prises pour en peaufiner la chorégraphie. On peut donc saluer la patience de Sinise, qui a passé une journée entière de tournage à tourner encore et encore avec le décor pour la beauté de l'image. Mais je vous sens un petit peu insatisfait. C'est vrai, ces dernières scènes ne montrent pas la pesanteur à proprement parler, les acteurs ont toujours les pieds au sol, et si ces plans fonctionnent, c'est justement parce qu'ils n'incluent pas de personnages flottant librement. Alors on va monter la barre d'un cran et aller chercher les plans de réelle apesanteur détachés du décor. Voilà à quoi ressemble la scène suivante du même film. Deux personnages dansent en microgravité pendant que leurs coéquipiers les regardent accrochés aux parois. Cette scène nous fait toucher du doigt la seconde leçon à retenir pour les films à venir. Pour ne pas trahir une méthode en particulier dans un plan en apesanteur, il faut mixer les techniques.
Si tout le monde est pendu par des câbles, alors ça finira par se voir. Si tout le monde est attaché la tête en bas, alors ça finira aussi par se voir. Donc pour brouiller les pistes au maximum, la règle va devenir de multiplier des astuces au sein d'un même plan. Pour cette scène de danse, chaque acteur est maintenu d'une façon différente. Tim Robbins, le danseur, est suspendu par des câbles de façon assez classique. Connie Nielsen, elle, a les pieds sanglés sur une plateforme mobile sur laquelle elle se tient debout en équilibre et qui lui permet de pivoter élégamment sur elle-même. Jerry O'Connell, le spectateur, est lui attaché à la paroi, mais cette fois aussi la tête en bas. Son rôle dans la scène n'est pas tant d'enrichir le scénario, car il ne lâche pas un mot, mais bien de participer par sa position incongrue à la sensation d'absence de verticalité. Remarquez d'ailleurs que la caméra, montée sur pivot, commence ce plan selon le point de vue de la danseuse, puis tourne sur elle-même, et finit selon le point de vue du spectateur, appuyant encore l'absence de référence absolue. Et pourtant, malgré toutes ces petites attentions, on ne peut pas dire que la sensation d'apesanteur soit encore aussi forte que dans n'importe quelle vidéo amateur à bord de l'ISS. Mais pourquoi ? Outre le sourire crispé de Gary Sinise pendu par des câbles qui essaye de cacher qu'il est totalement gainé pour garder sa position, il y a 2-3 petites choses qui ne collent pas encore tout à fait et tout se joue dans les détails. L'inertie d'abord. Dans ce plan, la façon dont les personnages ralentissent délicatement en se rencontrant, puis réaccélèrent en repartant, ne colle pas vraiment aux lois de conservation du mouvement. On pourrait aussi imaginer que l'apesanteur leur permettrait des mouvements un peu plus originaux que ceux d'une danse debout, avec uniquement les pieds décollés du sol. C'est pas pour dire, mais quand de vrais astronautes se mettent à danser dans l'ISS, ils profitent un peu mieux de leur chance. Mais surtout, désolé à Connie Nielsen, parce que les brushings ajustés qui tiennent en place, ce n'est pas vraiment l'ambiance de l'espace. Une coupe de cheveux mi-long comme la sienne, une fois en apesanteur, ça donne plutôt ça. Voilà, ça fait un peu moins ambiance romantisme et danse de salon d'un coup, hein. Nous voilà enfin arrivés à l'ère des grands blockbusters modernes. Toutes les techniques précédentes sont toujours présentes en arrière-plan, câbles, décors mobiles et caméras tournantes ont encore un rôle à jouer, mais l'heure est venue d'y ajouter celle qui est depuis devenue, pour le meilleur et pour le pire, le pilier central de l'industrie cinématographique moderne, la toute-puissante CGI. Nous sommes en 2013 et le réalisateur Alfonso Cuarón décrit ainsi son approche de la réalisation du film Gravity. Ce sur quoi nous avons été extrêmement rigoureux est la physique de la microgravité et l'absence de résistance. La façon dont les personnages flottent dans l'espace et leur interaction avec les objets qui les tirent ou les poussent. Tous les journaux titrent sur l'extrême réalisme du film et on s'attend à juste titre à une expérience hors du commun. Et voilà ce à quoi on a droit. Un film extrêmement immersif, souvent filmé à hauteur de visage, voire carrément depuis l'intérieur du casque de Sandra Bullock, et des images à couper le souffle de la Terre vue de l'espace. Une liberté de mouvement totale des personnages dans le volume de l'espace, des chutes, des collisions, des crashs, des textures ultra réalistes, et bien sûr pas le moindre indice de la façon dont tout ça a été filmé. On ne devine pas le moindre câble ou la moindre plateforme pour porter les acteurs, les mouvements sont fluides, les caméras se déplacent au milieu des scènes comme si elles volaient elles-mêmes en permanence. Et tout ça, on le doit bien sûr à l'emploi massif de la modélisation 3D. En fait, dans ce genre de scène, il ne reste plus guère que le visage des acteurs à être filmé en studio, avec l'aide de boîtes à lumière pour contrôler l'éclairage en temps réel suivant les mouvements de leur avatar 3D. Tout le reste de ce que l'on voit est strictement produit par ordinateur, à la façon des dessins animés, mais avec un rendu quasi photographique. Mais alors pourquoi est-ce que quand on montre ça à Chris Hadfield, l'astronaute canadien, il prend cet air consterné ? Est-ce qu'il ne ferait pas un peu le difficile ? Après tout, cette fois, plus aucun trucage n'est visible, tous les mouvements dans l'espace sont possibles. Enfin bref, pour la première fois, on ne voit plus les coutures de l'œuvre, et la question qui nous animait jusque-là, à savoir comment ont-ils filmé ça, n'a tout simplement plus de sens. Eh bien, si Chris Hadfield fait cette tête-là, c'est parce que certes la 3D a rendu possible de maîtriser chaque aspect de l'image pour montrer n'importe quelle cascade et n'importe quel mouvement de caméra avec la même liberté qu'un dessin animé, mais fatalement le résultat c'est justement ça, un dessin animé. Pour le dire autrement, en plaçant absolument tous les paramètres de réalisme entre les mains des animateurs, on s'en remet entièrement à leur vision subjective et non plus aux lois physiques imposées par le réel. Et voilà pourquoi, lorsque ce personnage se débarrasse de ses ceintures, il se fait éjecter à 90 degrés de la direction que la physique dicterait, et pourquoi la disparition du commandant Kowalski n'a aucun sens, puisqu'une fois immobilisé en bout de tension de la sangle qu'il retient, il n'a strictement aucune raison de se faire ainsi éjecter vers l'extérieur, dans la mesure où son inertie est dissipée et qu'aucune force ne s'applique sur lui. Sans parler de la façon qu'il a de se balader dans son MMU au début de l'histoire, sans commune mesure avec les capacités d'une telle combinaison, et ignorant le fait qu'aucun astronaute ne fait jamais de telles acrobaties pour le plaisir en sortie extravéhiculaire.
Bref, la modélisation 3D place toute la liberté créatrice entre les mains des animateurs et remet le réalisme physique à leur entier jugement. Et malheureusement, ce jugement est faillible, il est calqué sur des a priori et non des règles de la mécanique, dont les effets sont bien souvent contre-intuitifs. L'inertie réelle d'un corps en mouvement est une chose extrêmement difficile à simuler sur des pantins virtuels. Or, notre cerveau, s'il a du mal à lui seul à recréer ainsi le réel de bout en bout sans anicroche, sait aussi détecter ce qui ne colle pas quand il le voit et le faux continue de sembler faux. Et voilà pourquoi, malgré cette maîtrise totale de chaque aspect de l'image permise par le tout 3D, ce n'est encore pas elle qui donne les meilleurs résultats en termes de réalisme. Des réalisateurs comme Christopher Nolan l'ont bien compris, le cinéma c'est avant tout un art de l'illusion, et on obtient des résultats bien plus bluffants en faisant perdre ses repères au cerveau, plutôt qu'en montrant en détail une physique fatalement approximative. Voilà pourquoi pour ses films Inception et Interstellar, Nolan a préféré tourner en images réelles ces scènes d'apesanteur, mais en se fiant à la première loi de Kubrick, à savoir avant tout perturber le spectateur avec des conditions de gravité et des orientations de caméra inattendues. Ainsi, pour le fameux combat dans le couloir d'Inception, pendant lequel les acteurs bondissent indifféremment sur les murs et le plafond, ou encore ce plan d'Interstellar pendant lequel les astronautes vont rejoindre leur siège, Nolan a opté pour de simples systèmes de harnais et de câbles. Mais l'étrangeté et paradoxalement la sensation de réalisme de ces scènes sont tout entiers, dû au fait que nous sommes incapables de comprendre comment ces câbles étaient accrochés, car dans les deux cas, c'est tout le décor qui est incliné à 90 degrés. Les caméras sont placées non pas à côté des acteurs, mais en dessous d'eux, et la verticalité n'est pas celle que l'on imagine. Dans le cas de la scène du combat, c'est tout le couloir qui est construit verticalement, permettant aux acteurs de se déplacer à volonté comme des mouches indifféremment au sol et au plafond. De cette façon, plutôt que d'offrir aux spectateurs des mouvements explicites et simples à appréhender, mais dont les imperfections mécaniques sauteraient aux yeux, ils préfèrent jouer la carte du flou et nous faire perdre nos repères. Le résultat n'est alors pas plus réaliste en soi, mais le cerveau perd suffisamment pied pour ne plus être capable de juger correctement de ce qu'il voit, et se trouve quelque part aussi désorienté que ses personnages. Et en termes de cinéma, ça marche parfaitement bien. Ceci étant dit, il reste une dernière façon de montrer la microgravité que j'ai volontairement omise dans ma petite chronologie, celle qui parmi toutes a laissé dans l'histoire du cinéma d'espace une marque indélébile car absolument imbattable en termes de réalisme, c'est celle du génial Apollo 13 de Ron Howard. N'en déplaise au réalisateur féru d'esbrouf et de 3D à gogo, on peut faire exploser toutes les stations spatiales que l'on veut, le plan au-dessus de tous les autres, celui qui m'a fait toucher du doigt la magie de l'apesanteur vécue par un astronaute, c'est celui-là. Voilà, il n'en faut pas plus, cette seule vision de la joie d'enfant dans le regard des personnages, et qui est en fait celle des acteurs eux-mêmes, est sans doute plus forte encore que toutes les cascades de Gravity et de n'importe quelle autre superproduction sous stéroïdes, parce qu'elle est vraie. Cet émerveillement, c'est celui des acteurs soumis à une vraie microgravité. Car pour Apollo 13, Ron Howard a fait un choix ambitieux qui allait lui compliquer la tâche à outrance, mais aussi donner à son film un cachet imbattable, celui de tourner les scènes d'apesanteur en apesanteur. Pour ça, il a installé ses décors du module de commande Apollo et du LEM à l'intérieur du Boeing KC-135 Vomit Comet, l'avion à microgravité de la NASA. L'équivalent de l'Airbus 0G de Novaspace, dont il me semble en passant que tous les youtubeurs scientifiques ou orientés espace aient fait un jour un tour, sauf moi. Voilà, s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là, on ne sait jamais. Bref, pour réaliser Apollo 13, c'est un total de 612 paraboles du Vomit Comet, à raison de 80 par jour qui ont été nécessaires au tournage des scènes d'apesanteur. Un travail de réalisation monumental quand on garde en tête que la durée de chaque plan ainsi filmé ne pouvait pas dépasser les 25 secondes, mais le résultat est là, mieux que toutes les simulations 3D et autres câbles approximatifs, le film nous fait vivre de l'intérieur la vie d'un équipage dans cet habitat minuscule avec une vraie sensation d'apesanteur non simulée, donnant au film l'aspect quasi documentaire qui le caractérise tout au long du vol. Mais évidemment, le recours à cette méthode n'a été pertinent ici que parce que toute l'action se déroule dans un volume extrêmement restreint, celui des modules Apollo, dont il a été possible de faire rentrer les maquettes dans l'espace, lui aussi réduit du Vomit Comet, le tout en se pliant à la contrainte de plans extrêmement courts qui ne pouvaient pas dépasser la durée des paraboles de l'avion. Il n'aurait bien sûr pas été question de filmer les longs voyages spatiaux de Gravity de cette façon. Ceci dit, il y en a un qui a de la suite dans les idées et qui verrait bien la méthode Ron Howard appliquée à une toute autre échelle. Vous en avez sans doute entendu parler, ça a suffisamment fait les gros titres, Tom Cruise se prépare au tournage d'un film dont l'action se déroulera en partie dans l'espace et dont les prises de vue auront lieu à bord de l'ISS et même en sortie extravéhiculaire.
Pour cela, l'acteur devra décoller en compagnie d'un réalisateur pour une mission hors du commun de plusieurs jours, et s'il n'y a pas encore de date fixée pour ce tournage de l'extrême, eh bien il ne sera même pas le premier du genre. En octobre 2021, en effet, l'actrice Yulia Peresild et le réalisateur Klim Shipenko ont déjà volé à bord de la station pour le tournage du film russe Le Défi, la toute première fiction filmée dans l'espace. Mais on peut légitimement s'interroger sur l'intérêt réel et l'éthique de ce genre de production, mis à part le coup de pub monumental qui entoure forcément leur tournage et qui se répercutera probablement sur les performances en salle. Quel est le sens d'une telle démarche ? Y a-t-il vraiment une plus-value artistique à tourner dans une station spatiale ? Ou s'agit-il simplement d'un sous-genre de cinéma de compétition dont l'ambition est de battre un record, juste là pour laisser son nom dans l'histoire du 7e art ? Bon ok, j'ai peut-être l'air de me contredire vu l'enthousiasme que je montrais il y a 1 minute sur les plans d'Apollo 13 en microgravité réelle, mais il y a tout de même un fossé entre les moyens qu'impliquent les deux tournages, d'un côté quelques heures d'avion, et de l'autre le tir d'une fusée dont chaque siège vaut plus de 60 millions de dollars et engendre une pollution difficilement justifiable à des seules fins de divertissement, et par-dessus ça la privatisation partielle de l'unique station spatiale internationale supposément dédiée à la recherche scientifique, à la fois pour le logement de l'acteur et son réalisateur, et bien sûr le tournage lui-même. Sans parler de l'accaparement des moyens de suivi au sol et d'entraînement de la NASA avant le vol. Enfin bref, il faudrait vraiment que le résultat soit de taille à redéfinir durablement le cinéma de science-fiction pour que tout ça ait le moindre sens. Si on en croit Donna Langley, présidente d'Universal Pictures, il s'agirait de rien d'autre que d'un énième film dont le héros est, je cite, « le seul capable de sauver le monde et doit aller dans l'espace pour sauver la situation ». Or, on l'a vu, la seule différence réelle en termes de rendu entre un film effectivement tourné dans l'espace et le même réalisé en studio sera finalement la sensation de réalisme de ces scènes d'apesanteur. Pour le reste, les spécialistes des effets spéciaux savent largement donner le change. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle ? Est-ce réellement un précédent à créer ? Car avec le boom des sociétés privées dans l'espace, à la fois pour la mise en orbite avec les capsules Crew Dragon de SpaceX, mais aussi possiblement des stations orbitales, puisque l'ambition de Bigelow Space est à terme de détacher ses modules de l'ISS et de couper le cordon en tant que première station spatiale entièrement privée, ce genre d'initiative pourrait très bien, vu les budgets des superproductions modernes, ouvrir la voie à d'autres après elles et banaliser l'utilisation de l'espace à des fins purement récréatives au nom du spectacle de masse. Voilà les terriens. Faut-il se réjouir de l'intérêt d'Hollywood pour l'espace ou s'inquiéter de la banalisation de son emploi à des fins de divertissement ? Le réalisme parfait d'une scène justifie-t-il tous les excès alors que, comme on l'a vu chez Nolan, l'illusion visuelle donne parfois tout aussi bien le change ? Je vous laisse comme toujours me donner votre avis en commentaire. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'oubliez bien sûr pas le pouce, l'abonnement, la cloche, un petit commentaire, et quant à moi je vous retrouve très bientôt pour la suite, salut les terriens.